L'Art du Bonheur est très heureux d'être avec Michel Chevalet au Salon de Vexin-sur-Epte. Merci beaucoup Michel d'être avec nous aujourd'hui. Une découverte Une découverte à la fois. Ce deuxième salon, ce premier salon, vous l'avez à deuxième. Vous le connaissiez depuis longtemps? Non, vous en avez entendu parler? en fait c'est tout simple. Vous savez, ce qui est bien, c'est les choses dans la vie. Il ne faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier aujourd'hui. C'est les relations personnelles, d'être humain. Le dialogue, voilà. Ce qu'on fait. Voilà. Et donc, Jean-Paul Croiset, oui, qui était le directeur du salon, je connaissais, parce qu'il était journaliste au Figaro, on a fait des reportages ensemble. Et il me talonnait, il me disait, oh, ça serait bien que tu viennes, alors je me dis, voilà. Et puis, c'est quand on a commencé, donc c'est grâce à Jean-Paul que je suis ici. et vous avez eu nous faire un petit passage en Normandie pour nous expliquer comment ça marche. Et comme vous nous disiez justement tout à l'heure, l'histoire un petit peu de ce début, quand est-ce que vous êtes arrivé au Club Dorothée, justement. Et ce Club Dorothée, en fait, qu'est-ce que ça vous a apporté à ce moment-là? Parce que j'ai des très bons souvenirs, justement. Non, c'était, si vous voulez, l'idée était nouvelle. Aujourd'hui, c'est normal. La nouvelle, ça a été d'abord l'éditeur du mercredi de Christophe Isard, tout à fait débuté. Voilà. Et on avait une émission qui s'appelait La Petite Science, que je produisais avec mon épouse, qui marchait bien, mais qui manquait un peu de moyens. Exit Christophe Isard, place à l'éditeur du Club Dorothée. Et là, le Club Dorothée me dit, ma copine Dodo, je connaissais comme Spiffling, et Dodo me dit, oh non, ça serait bien que tu viennes me raconter des histoires d'un inventeur d'histoire de science. Banco. Donc on a fait Club Science, c'était une fois toutes les semaines, le mercredi, et on jouait en direct. Et j'amenais mes maquettes du journal télévisé. Voilà comment ça a fonctionné. Et comment vous êtes arrivé à être vraiment rentré dans cette science d'aujourd'hui? Parce que vous avez été curieux de nature, une curiosité en fait nourrissante. Et comment vous avez vu l'évolution de tout ça par rapport à cette science que vous expliquez au Club Dorothée et maintenant? Attendez, on suit, le monde évolue. L'avantage de s'occuper de la science et de la technique et de la rendre abordable pour le grand public, parce qu'on est à la place de leurs yeux. Oui. Il y a tellement de choses qui se passent que c'est passionnant. Et donc, vous ne voyez pas le temps passer. Chaque jour, presque, j'apprends quelque chose de nouveau. Je rencontre des gens nouveaux. Ça, c'est merveilleux. Je suis payé pour ça. Mais là, on peut appeler ça le bonheur. Voilà. On peut appeler ça le bonheur. Et je dis, on ne rend passionnante que les choses pour lesquelles on est soi-même passionné. Je suis passionné par la découverte, par la technologie, par la science, par la technique. Donc je sais faire passer ma passion. Et le jour où ma passion s'éteindra, je dirai, hop, Chevalet, stop. Allez, tu rentres, tu fais ton chef, c'est terminé. Mais vous êtes passionné, monsieur. Ah, ça viendra. Il y a un moment, on laisse la chance aux autres, on tourne la page de... Mais on forme, moi j'ai formé des gens, vous savez, un savoir, mais les valeurs aussi se transmettent. Si vous ne transmettez pas un savoir, la société ne progressera pas. On prend toujours l'exemple de la civilisation arabe sur le bassin méditerranéen qui était très avancée. Et tout le savoir a été concentré dans la bibliothèque d'Alexandrie. Il y a eu le feu, en fait c'est pas le feu, c'est un tremblement de terre. Il a démoli le port, la ville d'Alexandrie, tout s'est écroulé, et la grande bibliothèque. Et donc les ouvrages ont été perdus. Et donc, quand vous regardez bien l'histoire, ça a été la fin des progrès de la civilisation avant, qui après se sont retrouvés sur la terre. Mais oui, et c'est surtout la transmission qui est le plus important. Mais oui, parce que si on c'est la transmet transmission pas, du savoir. Mais oui, il faut le transmettre. Et par le biais de l'éducation, évidemment, de donner les clés. Et quand vous transmettez dans ce livre comment ça marche en fait, qu'est-ce que vous pouvez dire en un mot, mais à mon avis il y a plusieurs mots pour en faire un livre, qu'est-ce que vous transmettez par rapport à ce savoir? En fait, des livres sur l'espace, il y en a des milliers. C'est normal. Généralement, ils ne marchent pas beaucoup, c'est pas vrai. Parce qu'ils sont trop pointus.
Ben oui, ça Où ils devient sont sur un seul sujet. Et puis c'est toujours à peu près la même chose. Ça tourne sur Ben, parce que je tourne en orbite volontaire, donc je fais des calipèdes, donc j'ai le verre d'eau avec la bulle, donc j'ai la cuillère de confiture qui flotte, donc je mets des notes, donc je fais du tapis roulant, donc je regarde, oh, qu'elle est belle la Terre. Voilà, je schématise, mais c'était ça. Pesquet a renouvelé cela parce qu'il a utilisé les moyens qu'offrait Internet. Bon, c'est pas possible. C'est-à-dire de pouvoir filmer et se faire filmer, c'est pas évident, et de transmettre ça au sol, et après de le multidiffuser. Avant, c'était pas possible. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait des reportages avec des astronautes, mais je leur confiais une caméra, et c'était souvent du film, et on ramenait au sol, il fallait attendre le retour au sol, de développer le film, de faire le montage et de le commenter. Donc, là, il n'a rien inventé en soi, non. Mais il a très intelligemment et astucieusement utilisé les moyens qui étaient là ici. Pour le direct, pour le direct. C'est vrai qu'on ça va Et donc j'ai voulu, moi, raconter dans ce livre, non pas la conquête de l'espace, mais à travers les hommes, comment moi, j'ai monté des coups avec eux, à vivre avec eux, et à monter des affaires pour les rendre captivantes pour le public. Alors, je vous dis un exemple. C'est moi qui fais monter un orgue Yamaha, dans Soyouz, pour Jean-Loup Chrétien, parce que je savais que Jean-Loup Chrétien, comme il faut faire l'espace, était un très bon organiste. Et donc, en lisant un jour, j'ai dit, ah, ça serait bien qu'il nous joue de l'orgue en direct depuis l'espace. Dans le journal de 20 ans, PPDA, c'était fou, c'était fou. Mais j'ai dit, Banco, tu vas voir. Et donc, par copine, par relation, on a fait une bataille. Et j'ai eu ma récompense dans le journal de 20h de PPDA, première liaison directe. Jean-Loup, avec ses gros gants, il avait du mal. Ben, il a improvisé un petit morceau. Et ça, la France l'a vu, et là, ça a relancé, vous voyez, l'intérêt. C'est tout, voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ben, pour bien faire comprendre au grand public la complexité de la navette. On avait peu d'images, hein, c'est que les images américaines. Et je dis, ben, je vais m'incorporer, je vais vivre avec un équipage. Puis la française, Carrois, je m'envie de ça. Et donc, je suis allé à Houston. L'été, Jean-François, sa famille est revenue en France. Jean-François Clavois reste tout seul et me dit oh, bah, écoute, je suis tout seul, viens passer les vacances à la maison à Houston. Ah bah, je sais pas, avec plaisir, mais tu me feras réciter mes procédures. Moi, je me dis, je vais voir les bouquins de la NASA. Waouh, chouette. Et je lui ai dit, mais je ne veux pas passer avec les Américains. Les Américains n'aiment pas qu'il y ait des liens d'amitié avec l'équipage. Les Américains sont très distants de tout ça. Toujours. Et même à la date de parce qu'il y a toujours des risques de collusion. Ils sont méfiants. Voilà. Donc, j'ai dit, bah, ça y est, j'ai trouvé. Comme j'ai un fils qui a fait l'école hôtelière, il a la bouffe, j'ai dit, eh ben, je vais venir, mon ami que je suis, et un astronaute français qui amène son chef cuisinier. Et donc, on a fait la une du Houston Chronicle, où on voit Jean-François Clairvoy avec sa tenue de vol, et à côté, moi, avec ma tenue, ma taille, habillé en blanc. Et on a fait la une du journal. Enfin, un astronaute qui, pour être sûr de bien bouffer dans l'espace, amène son cuistot, c'est génial. Sauf que ça m'a permis, pendant un mois, l'équipage venait de temps en temps prendre un verre, où moi je faisais le barbecue, et là, quand des astronautes sont entre eux, quand des médecins sont entre eux, un médecin, quand les profs, des élèves, et les astronautes veillent pas en disant, dis donc, alors quand il y a l'alarme là, tu dis qu'il faut d'abord faire reset, donc ils racontent leur soupe, c'est passionnant pour un journaliste de vivre ça, et d'apprendre toutes les procédures, et de les vivre. Et à la fin, comme le journaliste était interdit, mais à la fin, Jean-François a dit, comme je vous dis, il va nous quitter, mais c'est un cuisinier, mais en plus il est journaliste. Non, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il n'y a rien, il n'y a jamais rien n'est sorti. C'est seulement maintenant que je le. Et là, les Américains ont été bons, on dit ok, tu as été des nôtres, ils m'ont filé un badge rouge, et après ils m'ont emmené dans les simulateurs de vol, les vrais, avec l'équipage, intégré dans l'équipage. Là, vous êtes des fous.
Vous avez les yeux grands ouverts. Vivez ce que vivent les astronautes. Et ça vous permet après, vous, de bien l'expliquer et de le faire comprendre par le biais de la télévision. Le système d'aujourd'hui, que pensez-vous de l'avenir de demain? Le système d'aujourd'hui, que pensez-vous de l'avenir de demain? De tout ce qui se passe. Alors, c'est difficile. Est-ce qu'on va peut-être parler de l'être humain, le cerveau, à la fois? Il faut se méfier beaucoup, je me méfie beaucoup de la prospective. Parce qu'on peut dire des sonneries, ceci dit, je vais prendre un exemple. Quand l'homme a été sur la Lune, les Américains, brillante réussite, bien sûr, le gouvernement américain a payé la Rand Corporation pour dire maintenant et après. Quelques millions de dollars. Ils ont fait un rapport et ils ont dit, puisqu'on a été sur la Lune, eh bien la prochaine étape sera Mars, dans 10 ans. Et puis les progrès, eh bien, les hommes maintenant vont avoir des robots et des prothèses. On va faire des corps artificiels, on va faire des mains artificielles. On surfait là-dedans. En fait, moi, sur Mars, on fera peut-être, c'est très très complexe. Les prothèses, hormis les prothèses du genou de la hanche, et les corps artificiels, ça reste une grosse machine, il y a pas de thermal, c'est pas vrai. Vous voyez, donc on s'est trompé. Il y a quand même une erreur. On n'avait pas vu, parce qu'en 71, l'avènement du microprocesseur. Un petit puce qui a tout changé, la miniaturisation. Et là, ils n'en parlent pas. Donc vous voyez, et donc ils ne parlent pas d'avoir le téléphone portable, ils ne parlent pas d'avoir la miniaturisation de la télévision, ils ne parlent pas de ça, la Rand Corporation. Vous voyez, une erreur complète. C'est pour ça que je dis, faisons très attention, il peut y avoir, dans les années qui viennent, la découverte d'un matériau qui permettra de faire des choses encore mieux et plus simplement, et ça vous change. Mais qui ne solutionnera peut-être pas tout. Donc il faut faire, voilà, il faut faire très attention. Donc je suis très prudent. Comment on me demande, vous savez, il y a une inertie conjoncturelle. Je dis dans 20 ans, on vivra dans les mêmes maisons qu'aujourd'hui. Ils sont construits pour 50 ans ou 100 ans. Donc on vivra, on les améliorera. On améliore, mais c'est un Mais perpétuel ils vivront dans les recommencement. mêmes maisons. Et les voitures qu'on construit aujourd'hui, il y en a encore dans 20 ans qui rouleront. Donc 2000 ans, on aura finalement pas beaucoup changé. Soyez très prudents. D'où la difficulté de faire évoluer la société avec ses habitudes. Oui, c'est un frein. C'est à la fois un garde-fou. Oui, à la fois. Mais c'est un frein. Voilà. Par contre, il y a des fois des accélérations plus grandes. Moi, je prends l'exemple tout de même qui est étonnant du téléphone portable. Quand il est apparu, c'est Motorola. Tout à fait, Motorola avec la bonne antenne qu'on tirait. Voilà, avec l'antenne, avec le clapet. Ça a été fait, ça a été dérivé du téléphone que faisait l'armée américaine pour ses troupes dans le désert. Ils en ont fait un produit après grand public, avec le succès comme ça. Mais Motorola n'a pas su transformer l'essai. Motorola a disparu de la téléphonie mobile. Il y a un Nokia finlandais qui a émergé. Vous voyez, c'est un Samsung qui a émergé, maintenant les Chinois, et les Français, la Thomson a disparu. Mais le produit a fondamentalement changé notre mode de vie. Ça, c'est vrai. Mais on ne l'avait pas vu venir. Mais on ne l'a pas vu venir, exactement. Et c'est malheureux parce que ça tue un petit peu la communication à la fois. Parce que c'est plus facile d'envoyer, c'est une autre façon d'échanger, on va dire. Sûr, mais sûr. Ça tue aussi le dialogue parce que faire un message à quelqu'un et dialoguer en face ou au téléphone directement, c'est quand même plus constructif, non? Oui, mais par exemple, vous avez un petit-fils qui vient de naître. D'habitude, clic-clac, j'ai fait une photo, je vais te la mettre dans une enveloppe, voilà. Alors que, aujourd'hui, allô mamie, quitte pas, regarde. Et elle le voit. Elle le voit. Mais c'est grave génial. Mais après, on revient à des choses essentielles. Je pense que le Covid, qu'est-ce que vous pensez de justement le Covid? Ça nous a remis un peu en question pour nous tous.
Alors ça a des conséquences sur la société, sur le développement de la société, et peut-être de retrouver un peu les fondamentaux, les gestes de base, qu'on avait complètement oubliés, parce qu'on était dans un monde tellement sécurisé, sécurisant. Bien sûr, c'est vrai que les petits virus et les petits microbes, ils peuvent nous foutre le monde par terre, et paralysé. Hein. Exactement. En temps ordinaire, ce genre d'épidémie, c'était des pandémies, ça vous ratatinait un tiers de la population de la planète. Les grandes pestes, elle a ratatiné un tiers de la population française. Ben, ça faisait partie des choses, des catastrophes, et ça repartait. Et ça repartait après. Et on n'en avait pas fini avec, il y a le Covid, il y en aura d'autres. Parce que c'est un éternel recommencement, du coup, puisque à la date d'aujourd'hui, même les chercheurs, quand on va du côté de la Savoie, enfin en Haute-Savoie, par exemple, du côté de Chamonix, la mer de glace, on retrouve des choses ancestrales avec même des virus. Donc on y va avec des pincettes, quand même. Et c'est là où, en fait, il faut faire attention. Le dégel qui est en train de se produire en Nord, Canada et la Sibérie, fait que les mers, et là on est très prudent là-dessus, dans les sols peu congelés, des virus ou des bactéries qu'on ne sait pas. Savoir est-ce qu'elles sont pathogènes ou pas, on ne sait pas. On y va là, sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds, comme je disais à la pincette. Et alors, dans les années 80, vous avez présenté justement, Michel Joël, la météo première. Ah oui. C'est pour ça que, est-ce que la météo d'aujourd'hui, la météo d'avant, surtout le fait, c'est ça fait plaisir quand on dit c'est moi qui en fait, je suis passionné par la météo. vous êtes quand même le précurseur de cette météo. C'est moi qui ai fait le premier magazine consacré à la météo. On parle des bulletins météo. Non. Magazine. C'est-à-dire Ne confondez pas, c'était le magazine. un magazine. Et on donnait les prix. Oui. Et après, je retroussais mes manches avec des maquettes, des dessins. Et je montrais à quoi sert la météo, et surtout j'expliquais qu'est-ce que c'est qu'une perturbation, comment elle naît, qu'est-ce que c'est qu'un cyclone, qu'est-ce que c'est qu'un tornade. Donc je faisais de la vulgarisation, comment se forme la grêle, pourquoi la grêle a une couche un peu bouillante, la logique, la puissance. Voilà. Donc, et c'était dans la tranche, il y avait un creux, c'est tombé à un moment. Il y avait un magazine qui marchait mal sur la Une entre 7h et 7h15. Ça marchait mal. Et Étienne Moujotte, en 1986, Étienne Moujotte m'appelle et je lui ai dit que je vais faire un petit projet de magazine météo, j'aimerais bien. Regarde, la météo va prendre une grande importance. Il y avait du flair, ça va prendre à vue. Et il m'appelle, et alors j'ai dit très vite, Michel, bon, dis-moi, ok, on prend ton reportage, on a un trou d'antenne, tu te démerdes, on va démarrer à 13h, le 13h, puis si ça marche, on mettra à 19h, 19h15. Voilà comment ça s'est fait. Et j'ai, pendant 2 ans, présenté ce magazine, moi-même, il s'est arrêté au bout de 2 ans, parce que je tombais un faux temps. J'ai dit, on est content, on a innové, on a sensibilisé le public parce que la météo, c'est quelque chose qui nous concerne nous tous, même à l'abri dans les maisons. Voilà. C'est la climatologie. Oui. Le changement. Alors justement, plus ça va, plus on arrive à des... Là, bon, on est au mois de décembre, on arrive avec un hiver qui arrive, mais est-ce que les hivers vont être encore plus... Je voudrais dire le contraire. Je parle que nous parlons que de nos contrées qu'on connaît. Tout à fait. Oui, curieusement, les plus grands changements qui vont s'opérer, c'est dans les zones dites tempérées, c'est-à-dire nous. On est à 45 degrés d'altitude nord, on est en plein dessus, c'est-à-dire la France et l'Europe. Ils vont être touchés. Curieux. Sauf on voit que les choses changent. Je ne parle pas de réchauffement, je dis les choses changent et très vite. Beaucoup plus vite qu'on l'imaginait. Avant, le changement climatique, on apprenait la glaciation, oh, ça a duré 1000 ans. À quelle vitesse les glaciers reculent? Ça va beaucoup plus vite qu'on pense. Voilà. Ça, c'est la grande découverte. Et la deuxième, c'est que ça touche beaucoup plus les régions tempérées que les régions de latitude nord.
nord que l'hémisphère sud. Ça, c'est un ordre de magnitude. Il y a une modification de la circulation des masses d'air dans l'hémisphère nord. On sait, on mesure les satellites qui suivent, on s'aperçoit que les courants de jet n'ont plus la même configuration. Donc comme le jet fait la séparation entre chaud et froid, Tout à fait. et nous, on a des poches d'air chaud qui remontent. On a eu de l'air chaud et sec pendant un mois. Un mois, oui. Alors, est-ce que c'est le côté normal des choses ou anormal, ou est-ce que c'est l'être humain et la cause? Très bonne question. Pas tranché. Apparemment, on dit ouais, c'est l'homme parce qu'il modifie la composition de l'atmosphère, la transparence de l'atmosphère. Et donc les rayons infrarouges qui traversent, qui d'habitude sont renvoyés dans l'espace, une grande partie, ben là, une partie, l'air devient opaque à la réflexion des rayons infrarouges. Et donc ils sont piégés. Et là, s'ils sont là, et ben, ça fait monter la température. C'est la transparence. Le fait de rajouter quelques pouillades de gaz carbonique, en fait, c'est des milliards de tonnes. Enfin, sur le volume de l'atmosphère. C'est que chiffre Très petit. très petit. Mais ça modifie l'indice de réfraction de l'atmosphère et les fenêtres dans lesquelles les rayons passent. Alors, en tout cas, la météo était bonne. Monsieur Chevalet, je voudrais finir par quelques questions. Vous connaissez le questionnaire de Proust? Le questionnaire de Proust. Ah bah oui. Ah. Alors, je ne vais pas vous les faire toutes, mais vous vous attendez à tout? Ah bah attends, tout. Allez, ce questionnaire, puisque comme l'émission L'Art du Bonheur, c'est justement votre principal trait de votre caractère. Votre caractère, votre trait de caractère. À l'enthousiasme. L'enthousiasme. À l'enthousiasme. Qu'est-ce que vous préférez chez un homme et une femme? C'est deux choses différentes, mais qui répondent à la même question. Je dirais l'un dans l'autre, ils sont complémentaires. Il y a un mauvais jeu de mots. Voilà. Voilà. C'est ce que dit Laurent Gérard. C'est ce que Voilà. disait Laurent Gérard. Donc un petit message pour Laurent et on pense très fort à vous. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez l'être humain, chez vos amis? La sincérité. J'aime pas les faux culs, c'est la fidélité et la sincérité. Vos occupations préférées dans ce questionnaire, justement, je pense que c'est quand même un peu scientifique. Ah bah oui. On ne peut pas dire le contraire. Bien sûr, attendez, scientifique de manière générale, c'est-à-dire on parle plus de technologie, de technique que de science. La science, c'est la recherche. Enfin, les deux me passionnent, mais je mets les mains dans le cambouis et j'adore ça. Alors, en tout cas, quel est votre personnage favori de l'espace d'aujourd'hui et d'hier? De l'espace, c'est le personnage favori, ça reste l'ami Jean-François Clairvoy. La dimension humaine, la simplicité et la compétence d'un technicien. Le don de la nature que vous voudriez avoir. Le don de la nature que vous voudriez avoir. Être éternel. Éternel. C'est beau. Ça serait beau, mais dans des bonnes conditions. Voilà le problème. Dans de bonnes conditions. D'accord. Parce que voilà, c'est quand même. Ça va, pour le moment, ça va. Voilà. Pour Pour le moment, on va bien. Votre devise. Bon, Votre devise. ma devise. Je ne vais pas être enfermé un peu. À vrai dire, je n'ai jamais pensé mais moi ma devise c'est rendre passionnantes les choses pour lesquelles on est soi-même passionné. Transmettre, tout Je simplement. fais ça. Ma plus belle des récompenses par rapport à la vie, c'est quand on voit c'est quand, en promenant, même ici, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit si j'ai fait, là je suis ingénieur dans une boîte, je travaille là, si j'ai fait ce métier, c'est grâce à vous. Non pas parce que vous m'avez appris mon métier, mais parce que vous m'avez donné envie de m'intéresser à la science et à la technique. Alors, la dernière question, pour vous le bonheur, c'est quoi? C'est difficile. C'est de vivre. Vivre à travers pas à travers les autres, à travers les gens qui nous entourent et qui nous aiment. Tout simplement, partager les bons moments. La vie.
Voilà. Ce que je fais. Avec tous ces emmerdes, j'en ai eu comme vous, j'ai eu mon lot. Oh là. C'est normal. Je sais que vous faites partie d'une association pour le handicap, vous aidez énormément, moi aussi, et ça c'est très important. Et donc on a tous nos déboires, on va dire, mais avec le sourire. Et, Ça ne changera pas les choses. Et ça ne changera pas les choses. Voilà. On garde ça pour soi, Oui. mais ça ne changera rien les choses. Et au contraire, ça va être compliqué. Et puis les choses de la vie nous font apprendre d'autres choses. La vie, c'est quelque chose de gratuit. Alors, justement, merci Michel Chevalet. Donc, comment ça marche? N'oubliez pas, c'est un pur bonheur et on vous dit à très très bientôt. Et il n'est pas mauvais. Hein. Il n'est pas mauvais? Il n'est pas mauvais, le gamin. Hein. Il n'est pas mauvais. Hein. Merci Michel. À très bientôt. Bon salon et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. C'est bien, c'est ça.